Entre 1984 et 1994, un homme sillonne Paris et même quelques départements voisins en multipliant les victimes. Vols, agressions sexuelles, viols et même meurtres. Il est imprévisible, d'une grande dangerosité. Il s'en prend même à de très jeunes enfants. Les enquêteurs de différents commissariats vont le rechercher activement, parfois même en ignorant ce qu'il a pu faire dans l'arrondissement d'à côté. Et à cette époque-là, ils sont bien loin de se douter qu'ils ne sont en réalité pas près d'arriver à leur fin, parce que la traque qu'ils mènent durera au total 35 ans. Dans l'épisode de HVI d'aujourd'hui, découvrons ensemble comment celui que la presse a surnommé le grêlé a réussi à passer entre les mailles du filet pendant si longtemps, et surtout, comment le dernier tueur en série français a enfin été identifié. Générique. Avant de démarrer, je voulais vous parler d'un truc. J'ai longuement hésité à en faire état publiquement, mais il se trouve que depuis quelque temps, je subis du cyberharcèlement de la part d'une personne en particulier, un autre youtubeur dont je tairai le nom. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui est parfois médisant. Bref, cette personne attaque principalement mon apparence physique et en particulier ma situation capillaire. Il a même publiquement menacé de venir en Thaïlande pour me faire subir une opération forcée parce que, selon lui, il faudrait que je ressemble à ça. Du coup, j'ai un petit peu la trouille qu'ils mettent ces menaces à exécution et qu'ils viennent vraiment en Thaïlande, alors je suis devenu super à cheval sur la sécurité. J'aimerais pas qu'ils puissent trouver mes informations personnelles comme mon adresse trop facilement. Et c'est pour ça que j'utilise désormais le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN, qui crypte toutes mes données en redirigeant mon trafic via un tunnel VPN sécurisé. Et visiblement, je suis pas le seul à prendre mon anonymat en ligne au sérieux, parce que CyberGhost a plus de 38 millions d'utilisateurs qui utilisent les 11 000 serveurs disponibles répartis dans 100 pays. C'est pas rien. Et outre la quantité, CyberGhost, c'est aussi la qualité. Ils ont reçu une excellente note sur Trustpilot par plus de 21 000 utilisateurs. Ils sont recommandés par les plus gros sites spécialisés. Bref, ils sont simplement un des leaders de la sécurité en ligne. Outre la sécurisation de mes données, CyberGhost m'offre aussi la possibilité d'accéder à du contenu géorestreint, comme l'intégralité du catalogue Netflix US, parce que, ne serait-ce que pour les documentaires True Crime, l'offre est bien plus importante aux États-Unis que sur le Netflix Thaïlande, ou même sur le Netflix France. Et je prends l'exemple de Netflix parce que c'est ce que je regarde le plus. D'ailleurs, je devrais peut-être leur demander de me sponsoriser à force, mais c'est vrai pour plus de 40 plateformes de streaming. Et tout ça pour seulement 2,03€ par mois grâce au lien que je vous laisse en description, ce qui fait 83% de réduction. CyberGhost offre aussi 4 mois gratuits aux viewers de la chaîne, offre valable uniquement en utilisant mon lien. Donc n'hésitez pas à vous aussi vous protéger, c'est important de se sécuriser quand on surfe sur internet. Et si vous n'êtes pas convaincu au bout d'un mois et demi, CyberGhost vous rembourse sans poser de questions, grâce à leur garantie 45 jours satisfait ou remboursé. Voilà, je vous laisse avec cette image pendant encore quelques secondes. N'hésitez pas à la prendre en photo et à la poster sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Et à taguer Mehdi et moi-même avec le hashtag « Laisse mes cheveux tranquilles ». Allez, sur ce, on attaque. Le 26 novembre 1987, à l'heure du déjeuner, le quartier de Saint-Germain-des-Prés, situé dans le 6e arrondissement de Paris, est le théâtre d'un bien curieux manège. Aux alentours de 12h15, Aude, elle, arrive chez elle, au 145 boulevard Saint-Germain, pour y prendre son repas, avant de repartir au lycée, comme elle le fait d'habitude. Seulement ce jour-là, tout ne se passe pas comme prévu. Quand la jeune femme de 19 ans passe la porte de son immeuble, elle est abordée par un homme qui lui montre brièvement une carte tricolore, tout en lui précisant qu'il est de la police, et qu'il doit effectuer un contrôle d'identité. Bon, vous avez sûrement remarqué que je vous ai montré un modèle de carte gendarmerie et pas carte de police, et ça n'est pas une erreur. Vous comprendrez pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo. Par un heureux hasard, Aude a ses papiers sur elle, mais elle met un temps considérable à les trouver parce que l'attitude de son interlocuteur la met très mal à l'aise. À vrai dire, depuis qu'il lui a adressé la parole, elle a comme un mauvais pressentiment. L'individu a un air sévère et il semble être très impatient au point même de se rapprocher physiquement de la lycéenne pendant qu'elle fouille dans son sac. D'ailleurs, après avoir vu sa pièce d'identité, il commence à lui poser un nombre de questions assez personnelles et ce, sans aucune raison valable. Cela dit, Aude ne se laisse pas faire et ça désarçonne le policier, au point qu'il finit par couper court à la discussion brusquement,
avant de sortir de l'immeuble au pas de course, sans dire un mot. Une façon de faire plutôt inhabituelle pour un membre des forces de l'ordre, et ce n'est que le début parce qu'il continue sa petite balade dans le quartier. Un petit quart d'heure après, c'est Sophie G qui entre dans son immeuble au 30 rue Jacob, une adresse située à seulement 6 minutes à pied de celle d'Aude. Elle prend les escaliers pour monter chez elle au 3e étage et remarque qu'un homme la suit, ce qui ne la rassure pas vraiment. Pire même, il semblerait qu'il presse le pas pour la rattraper. Il arrive sur le palier essoufflé et annonce à la collégienne de 14 ans qu'il est policier et qu'il l'aborde simplement pour contrôler son identité. Le truc, c'est qu'elle l'a vu grimper les marches en courant derrière elle et qu'elle est tétanisée. Le comportement très étrange de l'homme n'arrange rien parce qu'il reste près de Sophie sans rien dire en attendant qu'elle lui présente ses papiers. Du coup, cette dernière commence à taper frénétiquement à la porte de son propre appartement alors qu'elle sait que normalement il n'y a personne. Tout ça de peur de sortir ses clés devant lui. Cela dit, contre toute attente, quelqu'un se trouve chez l'adolescente et lui ouvre, ce qui lui permet de se précipiter à l'intérieur. L'inconnu se tient maintenant face à Isabelle, la mère de Sophie, qui lui demande ce qu'il fait là. Il lui répond alors qu'il a été chargé d'enquêter sur une affaire liée à plusieurs enlèvements de jeunes âgés entre 15 et 18 ans qui ont été commis par des bourgeois vivant dans le 6e arrondissement. D'ailleurs, le fait qu'un membre des forces de l'ordre ait pu employer le mot bourgeois, ça fait un petit peu tiquer Isabelle, mais elle ne dit rien. Selon les dires du policier, Sophie correspond à la description de l'une des victimes recherchées, raison pour laquelle il a voulu la contrôler, mais pour sa mère, ça n'a aucun sens. Ni Isabelle, ni son mari, qui est avocat, n'ont jamais entendu parler de cette histoire. Elle demande donc à voir la carte professionnelle de l'homme, au cas où. Il la lui montre, mais de mauvaise grâce, sa main est tremblante, son mouvement furtif, et son propriétaire la maintient fermement, comme s'il ne voulait pas qu'elle s'en saisisse ou qu'elle puisse s'attarder sur ce qui est écrit dessus. Après ça, il dit que de toute façon, Sophie ne fait probablement pas partie des adolescents qui ont été enlevés parce qu'elle est trop jeune. Alors Isabelle en profite pour couper court à la discussion et elle ferme la porte. Par curiosité, elle regarde quand même par le Judas pour voir ce que le policier va faire et peu de temps après, elle voit qu'il redescend et c'est justement en arrivant au rez-de-chaussée vers 12h35 qu'il croise Marie A. Cette adolescente de 14 ans, qui est d'ailleurs une amie de Sophie, rentre manger chez elle et elle vient de rentrer dans l'immeuble quand elle se fait elle aussi contrôler. L'homme lui demande ses papiers et il cherche à savoir si elle vit là seulement. Contrairement à sa voisine, Marie n'a pas peur de lui du tout et elle est même plutôt agacée qu'il lui pose cette question qu'elle trouve franchement bête parce que tout le bâtiment appartient en fait à sa grand-mère. Le policier lui sert la même histoire d'enquête que celle qu'il a expliquée à Isabelle pour justifier son approche, mais il se fait envoyer paître par son interlocutrice qui lui dit qu'elle connaît ses droits et qu'elle sait qu'en tant que mineure, elle n'est pas tenue d'avoir une pièce d'identité sur elle. L'homme n'apprécie visiblement pas la réponse très sèche de Marie parce qu'il lui annonce que, puisque c'est comme ça, il doit vérifier auprès de la concierge qu'elle habite effectivement ici, et si à la loge, seul le fils de cette dernière est présent, il confirme immédiatement que c'est bien le cas. Une fois cette vérification effectuée, l'adolescente s'entend dire qu'elle ne devrait pas parler de cette manière à un membre des forces de l'ordre, sous peine d'avoir des problèmes, mais son interlocuteur la libère. Marie prend alors les escaliers pour rejoindre son appartement, mais elle remarque que le policier, lui, au lieu de quitter le bâtiment, se dirige maintenant vers les caves. Un petit peu plus tard, vers 13h, une situation très similaire se produit pour la 4e fois en moins d'une heure, à une adresse située à 10 minutes à pied de la précédente, au 76 bis rue des Saints-Pères dans le 7e arrondissement. À ce moment-là, Ségolène W, qui a le même âge que Sophie et Marie, traverse la cour intérieure de l'immeuble où vit Edith, sa grand-mère, qui l'attend pour manger. Le truc, c'est que juste avant qu'elle n'appelle l'ascenseur, elle se fait interpeller par un policier qui lui montre une carte tricolore et lui demande ses papiers. Je pense que vous l'avez deviné, il s'agit bien évidemment du même homme. Ségolène panique parce qu'elle ne les a pas sur elle, ce à quoi l'homme répond que, du coup, il doit voir ses parents, seulement c'est chez sa grand-mère que l'adolescente l'emmène, et plus précisément dans son cabinet, parce qu'Edith est psychologue. En apprenant ce qu'il se passe, cette dernière interrompt la consultation qu'elle était en train de terminer et trouve sa petite fille en pleurs à côté du policier qui lui explique qu'il doit la contrôler parce qu'il est à la recherche de jeunes fugueuses. Edith rétorque, tout comme l'a fait Marie, qu'il devrait savoir qu'étant mineure, Ségolène n'est pas tenue d'avoir ses papiers sur elle, qu'elle se porte garante d'elle, puis elle précise que le patient qui se trouve actuellement dans son cabinet est magistrat et qu'il aurait sûrement un avis sur la question. Il n'en faut pas plus pour que le policier tourne les talons et s'en aille. Ce jour-là, il ne contrôle pas de 5e personne,
mais il a fait une si mauvaise impression à toutes celles qu'il a approchées qu'elle décide de déposer une main courante au commissariat local. Edith, elle, est persuadée que l'homme a usurpé l'identité d'un vrai membre des forces de l'ordre et qu'il aurait même sûrement fait du mal à Ségolène si elle avait été seule avec lui dans l'appartement. Alors elle insiste pour déposer une plainte en bonne et due forme. Et elle n'est pas la seule que cette histoire fait cogiter parce que la mère de Marie croit que ce qui vient de se produire a peut-être un lien avec de mystérieuses lettres anonymes qui ont été envoyées à sa fille, mais également à Sophie. En effet, depuis le mois précédent, les deux adolescentes qui vivent dans le même immeuble reçoivent des missives au contenu plutôt inhabituel, pour ne pas dire perturbant. Voilà qu'il me prend une bonne envie de te violer. Comment ? Tu es 15 jours sans entendre parler de moi et tu ne t'en plains pas ? Ah Marie, l'absence opère, tu m'aimes moins, tu te soucies moins d'entendre parler de moi et tu me fais entrevoir un temps où tu pourrais t'en passer tout à fait et un plus éloigné où peut-être... La Grèce en mai apparaît sublime, cette déesse l'a trompé, il se lamente, se console et devient l'être incompris. Ce poème a gagné le prix de la poésie moderne 1987. Ouais, bien sûr. Pour la mère de Marie, c'est certain. Si l'homme qui a abordé sa fille était bel et bien doté de mauvaises intentions, il paraît peu probable qu'elle ait été la cible de deux individus du même genre dans un laps de temps aussi court. En bref, à ses yeux, ça a forcément un rapport. Toujours est-il qu'après le dépôt de plainte d'Edith, la grand-mère de Ségolène, une enquête débute pour découvrir qui est celui qui s'est vu gratifier du surnom de faux policier de Saint-Germain-des-Prés. Les autorités remarquent d'ailleurs à ce moment-là que non pas une, mais 4 jeunes filles ont été contrôlées d'une façon similaire le 26 novembre, de toute évidence, par le même homme. Et si son identité reste pour le moment un mystère pour les enquêteurs, ils remarquent des similitudes troublantes avec une autre affaire, celle de l'agression de Marianne Novaes qui s'est produite le 27 octobre, soit seulement un mois plus tôt. Ce jour-là, vers 13h, l'adolescente de 14 ans rentre manger chez elle, au 9 rue Boulit, dans le 14e arrondissement. Quand elle passe la porte de son immeuble, un homme qu'elle avait vu dans la rue très peu de temps auparavant en profite pour lui emboîter le pas et elle se retrouve à attendre l'ascenseur en sa compagnie. Une fois enfermée dans la cabine avec Marianne, il lui présente une carte tricolore avant de lui demander une pièce d'identité, une chose que la collégienne n'a pas sur elle, mais elle précise que, par contre, chez elle, elle en trouvera une pour sûr. En arrivant sur le palier de l'appartement, le policier est invité à entrer et il ne se fait pas prier quand il s'entend dire qu'il n'y a personne à l'intérieur, parce que la mère de l'adolescente est en déplacement professionnel. Il explique à Marianne qu'il enquête sur une jeune fille qui se prostitue et qui se drogue, lui fait une palpation de sécurité et regarde même si ses bras présentent des traces de piqûres avant de la questionner en prenant des notes sur un petit carnet. L'individu la laisse ensuite aller chercher ses papiers et décroche le téléphone pour faire un soi-disant rapport, mais la conversation n'a pas l'air très réaliste. En fait, on dirait qu'il n'y a personne à l'autre bout du fil et qu'il parle simplement tout seul. Marianne, qui est franco-brésilienne, n'arrive à mettre la main que sur son passeport brésilien, mais quand elle le présente au policier, il s'agace parce que ce n'est pas un document français. L'adolescente lui avoue qu'elle ne sait pas où se trouve son autre pièce d'identité, et en guise de réponse, est menacée d'une arme et forcée à s'allonger sur le lit à plat ventre par l'homme qui l'attache avant de lui dire qu'il est en réalité venu pour la cambrioler. Et en effet, le voleur se sert à droite à gauche dans l'appartement en mettant parfois sa victime en joue pour qu'elle lui révèle l'emplacement des objets de valeur, mais malheureusement, il ne s'arrête pas là parce qu'une fois son sac plein, il la détache et demande à l'adolescente de 14 ans de se déshabiller. L'homme passe ensuite une rallonge électrique autour du cou de Marianne et la viole à plusieurs reprises, puis la ligote à nouveau, cette fois dans une position très curieuse dite de la gondole. Mais je vous reparlerai de cette position particulière un petit peu plus tard dans la vidéo. Après ça, le violeur bâillonne sa victime, lui noue un foulard derrière la nuque et la recouvre d'une couette avant de quitter les lieux. Suite à son agression, Marianne est en mesure de donner à la police une description physique très précise de son agresseur, ce qui leur permet d'établir un portrait robot. Par ailleurs, difficile d'ignorer le fait que le mode opératoire utilisé pour l'approcher est très similaire à celui du prétendu policier qui a abordé Old Sophie, Marie et Ségolène un mois plus tard. Elles sont donc toutes convoquées au commissariat pour être entendues et à cette occasion, on leur présente le portrait robot de l'homme qui a agressé Marianne. Il ne leur faut pas bien longtemps pour confirmer qu'il s'agit bel et bien de celui qui les a importunés, ou en tout cas qui lui ressemble très fortement, une chose qu'affirme également une certaine Sylvia P.
Cette femme de 34 ans, qui vit dans le 11e arrondissement, a été victime d'un cambriolage le 2 septembre vers 11 h. Ce jour-là, un homme se présente chez elle au 2 rue Plichon parce qu'il est soi-disant intéressé par une table qui vient d'être mise en vente via une petite annonce déposée dans le magasin Félix Potin d'à côté. Sylvia conduit le potentiel acheteur dans la cuisine où il examine le meuble pendant un moment sans rien dire avant de calmement sortir une arme de poing de son blouson et d'y fixer un silencieux. L'individu lui dit qu'il est là simplement pour l'argent et qu'il ne lui fera rien si elle ne crie pas, puis il l'attache dans sa chambre et lui vole de l'argent liquide ainsi que sa carte bancaire avant de quitter son appartement. Sylvia n'a pas été violée, mais le cambrioleur lui a visiblement très bien fait comprendre que l'idée lui avait traversé l'esprit. Par ailleurs, lors de son entrevue avec la police, elle leur a mentionné que dans le commissariat où elle a porté plainte, on lui avait déjà présenté un premier portrait robot dessiné suite au dépôt de plainte d'Armelle Paramont, une autre habitante de son quartier. Cette femme de 37 ans, qui vit au 52 rue Merlin, à seulement 3 minutes à pied de chez Sylvia, a elle aussi été victime du même type d'attaque 6 mois plus tôt, mais contrairement à sa voisine éloignée, Armelle a, elle, été violée. Dans son dépôt de plainte, elle explique ce qu'il s'est passé le 5 mars 1987. Aux environs de 13 h, un homme s'est présenté chez elle après l'avoir appelée en disant qu'il était intéressé par le lit qu'elle venait de mettre en vente via une petite annonce déposée dans un magasin Félix Potin. Et non, il ne s'agit pas d'une coïncidence parce que c'est exactement le même Félix Potin que celui dans lequel Sylvia a déposé son annonce quelques mois plus tard. Armelle a précisé avoir tout de suite remarqué que son visiteur paraissait très nerveux et surtout qu'il était venu seul, ce qui est plutôt étrange quand il est question de l'achat d'un meuble lourd. Malgré tout, elle l'a laissé entrer et la suite a prouvé qu'elle aurait dû écouter son intuition parce que le suspect l'a menacée à l'aide d'un couteau avant de l'attacher pour la violer, puis de repartir avec du matériel photo et quelques bijoux. Cette agression avait provoqué la publication d'une circulaire en avril, mais aucun suspect n'avait été isolé, ce qui a visiblement permis au coupable de récidiver en septembre quand il s'en est pris à Sylvia avec le même mode opératoire. Et ce n'est pas tout parce que le mois suivant, plus précisément le 20 octobre, un autre vol est commis par le faux policier au 8 boulevard Sébastopol dans le 4e arrondissement. Ce jour-là, vers 19 h, Laurie C, 34 ans, décide de se faire couler un bain quand elle entend la sonnette retentir. Cela dit, elle sait qu'elle n'a pas besoin d'aller ouvrir parce que Héloïse, une jeune femme de 29 ans originaire du Cap-Vert qu'elle a engagée pour s'occuper de ses 2 filles, va probablement s'en charger. Le truc, c'est que cette dernière est en situation irrégulière, alors quand elle ouvre la porte et qu'elle se retrouve face à un homme qui lui montre une carte tricolore en lui disant qu'il est de la police, elle panique un petit peu et elle ne sait pas trop comment gérer la situation. Du coup, Héloïse file chercher Laurie, qui met un peignoir et qui arrive à son tour devant le policier, toujours en train d'attendre sur le palier. Ce dernier présente sa carte professionnelle une seconde fois, lui explique qu'il enquête sur une affaire de terrorisme et finit par lui dire que, pour cette raison, elle doit le laisser rentrer dans l'appartement. Et quel rapport, vous allez me demander ? Eh ben, il n'y en a aucun. Et d'ailleurs, Laurie s'en rend bien compte, mais vu qu'elle est persuadée que l'homme est bel et bien un membre des forces de l'ordre, elle l'invite quand même à rentrer. Malheureusement, dès qu'il passe la porte, l'individu montre son vrai visage et il commence par accuser Héloïse de faire du recel avant de débrancher le téléphone pour qu'elle ne prévienne personne, de sortir une arme, puis d'avouer qu'il n'est en réalité pas policier, mais cambrioleur. Dans le logement, à ce moment-là, il n'y a que Laurie, son employé et la plus jeune de ses filles qui n'a que 18 mois. Des victimes que le criminel fait asseoir dans la cuisine, en priant la mère de l'enfant de la garder calme, sous peine de les assommer toutes les 3 si jamais elles se mettaient à crier. Après ça, il fait le tour de l'appartement pour récupérer des objets de valeur ainsi que la carte bancaire de la maîtresse de maison qu'il place dans un grand sac noir porté en bandoulière. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle qui a été vécue par Sylvia le mois précédent. Cela dit, l'homme fait ici preuve d'un petit peu plus de cruauté. En effet, il menace Laurie pour obtenir le code de sa carte, puis s'amuse ensuite à faire tourner son arme à quelques centimètres du visage de sa fille, tout en lui assurant juste après qu'il ne lui fera pas de mal parce qu'il a lui-même des enfants. Finalement, la mère de famille tente d'embobiner le cambrioleur en lui disant qu'un plombier doit passer aux alentours de 10 h, et contre toute attente, ça marche parce qu'il commence à s'activer. L'individu bâillonne ses victimes, les ligote et met ensuite les voiles avec son butin ainsi qu'avec les clés de l'appartement. Immédiatement après son départ, Laurie appelle évidemment la police et leur décrit son agresseur, un homme de type européen âgé d'environ 30 ans, grand, mince et athlétique. Elle précise également qu'il avait le visage émacié, ainsi que des cheveux courts châtains et raides, coiffés avec une raie
et une mèche qui tombait sur le côté. Et il faut reconnaître que cette description physique semble correspondre plutôt pas mal à celle du violeur de Marianne, qui, pour rappel, a fait l'objet de ce portrait robot. L'homme que les autorités recherchent activement serait donc un couteau suisse du crime qui peut harceler, voler et violer un petit peu partout dans Paris, en plus d'être un multirécidiviste qui n'a visiblement pas l'intention de ralentir la cadence. Mais ce que les policiers des différents commissariats de la capitale ignorent à ce moment-là, c'est qu'ils sont encore bien loin du compte. Alors que l'enquête suit son cours pour tenter de coincer le suspect, des recherches sont faites en parallèle pour tenter d'établir d'autres liens avec des affaires qui pourraient éventuellement lui être imputables. Il se trouve que les dossiers ne manquent pas. Parmi eux, celui de l'agression de 2 adolescents qui a eu lieu un petit peu plus tôt dans l'année, le 1er avril. Vers 14h15 ce jour-là, une boum bat son plein dans un appartement situé au 2 bis impasse Morlaix dans le 11e arrondissement quand quelqu'un sonne à l'interphone. C'est Cyril D qui répond et quand, du haut de ses 13 ans, il s'entend dire qu'il doit ouvrir la porte de l'immeuble à celui qui attend devant parce qu'il est de la police, il n'emmène pas large et il s'exécute. L'adolescent a organisé cette petite fête dans le dos de sa mère et de son beau-père qui sont absents pour quelques heures. Alors, il est légèrement stressé par le fait qu'un membre des forces de l'ordre s'intéresse à son cas. Une fois dans le bâtiment, le prétendu policier montre à Cyril une carte de gendarme. J'ai passé du temps à la faire, hein. Il faut bien que je l'utilise quand même. Une fois dans le bâtiment, donc, le prétendu policier montre à Cyril une carte de gendarme, une incohérence qu'il remarque, mais passe sous silence parce qu'il est très impressionné. Résultat des courses, il laisse entrer l'homme qui tape l'incruste à la boum, avec des gamins de 13 ans. Normal. Il dit aux adolescents présents que des voisins ont appelé la police parce qu'il y avait trop de bruit, mais que ce serait quand même con de tout annuler et que du coup, il est d'accord pour que la fête se poursuive, à condition qu'il reste pour contrôler que les jeunes n'abusent pas de nouveau sur le volume sonore. Après ça, il demande à Cyril de le présenter au retardataire comme l'un de ses cousins nommé François et, mine de rien, lui montre qu'il est armé. Cela dit, même armé, l'individu conserve une attitude sympathique jusqu'aux alentours de 16h, horaire qui sonne le fin de la boum, mais aussi le moment où le pseudo-policier chasse petit à petit tous les adolescents de l'appartement de façon assez autoritaire. Enfin, tous, sauf 2, Cyril et sa petite amie de 11 ans, Jennifer H., qui ont déjà bien compris que l'homme a menti quand il disait faire partie des forces de l'ordre. Attachés, ils assistent au cambriolage du logement, puis sont agressés sexuellement par le violeur qui leur fait subir des attouchements avec la ferme intention d'aller plus loin, mais ces jeunes victimes se défendent bec et ongles, ce qui l'empêche d'arriver à ses fins et l'agace au point qu'ils prennent la fuite sans être parvenus à les violer. Malheureusement, comme on peut s'en douter, il ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Une connexion a pu être établie très rapidement entre cette affaire et une autre, parce que le suspect est parti de chez Cyril au volant d'une Renault 5 beige volée à son beau-père, une voiture qu'il conduisait quand il a tenté d'enlever une autre adolescente le lendemain. En effet, le 2 avril, en fin de matinée, une mère en panique rapporte à une patrouille croisée par hasard que sa fille de 16 ans, Fabienne L., vient d'être victime d'une tentative d'enlèvement près de Roissy-en-Brie en Seine-et-Marne. La concernée témoigne du fait que vers 10h, un homme au volant d'une Renault 5 l'a arrêté sur la route de Montlhéry pour lui demander son chemin, en prétextant qu'il s'était perdu, avant de sortir une arme pour la forcer à monter dans le véhicule avec lui. Le truc, c'est qu'après avoir redémarré, il a apparemment roulé sans vraiment savoir où il allait, parce qu'il s'est engagé sur le chemin de la patrouille, un passage qui était tellement boueux que la voiture s'est embourbée. Son conducteur n'est pas parvenu à la débloquer, un imprévu de taille qui a probablement mis à mal tous ses plans, parce qu'il a ensuite pris la fuite en courant en direction de Roissy-en-Brie, sans faire de mal à Fabienne. En retrouvant le véhicule abandonné sur place par le suspect, la police réalise vite qu'il s'agit bien de celui du beau-père de Cyril, qui avait été déclaré volé la veille. C'est donc grâce à cette Renault 5 que les enquêteurs ont pu faire le lien entre 2 affaires survenues à moins de 24 heures d'écart, dans 2 départements différents. Des connexions qui, en fin d'année 1987, se font doucement mais sûrement, parce que le même homme est maintenant suspecté d'avoir commis non pas 1, mais 2 viols, vu qu'une certaine Andrea S. a été agressée quasiment de la même façon que Marianne, 5 mois plus tôt. Cette jeune Allemande de 25 ans se trouve seule chez elle dans un appartement situé au 5 Villa Cœur de Veille, dans le 14e arrondissement,
quand un homme tape à sa porte le 11 mai vers 10h30. Il a une carte tricolore dans une main et une radio portative dans l'autre. Il dit être policier avant de lui annoncer qu'il est là parce que quelqu'un s'est plaint du bruit qui émane de son logement. Il réprimande Andrea parce qu'elle n'a pas ouvert tout de suite et il cherche à savoir si elle est seule chez elle avant de faire en sorte qu'elle le laisse entrer quand il en obtient la confirmation. Un mode opératoire qui rappelle là encore celui qui a été utilisé par l'homme qui avait tapé l'incruste à la boum de Cyril le mois précédent avant que ça ne dégénère. L'homme agit ensuite quasiment de la même façon que l'agresseur de Marianne en faisant mine de lui poser des questions jusqu'à ce qu'il décide de sortir une arme à feu, de l'attacher puis de la violer, après quoi il vole des bijoux et s'enfuit avec la carte bleue de sa victime. En novembre 1987, Andrea confirme que l'homme du portrait robot dessiné quelques mois plus tôt, suite à l'agression de Marianne, ressemble à s'y méprendre à son propre violeur. Le 30 novembre, soit 4 jours après les prétendus contrôles d'identité dont ont été victimes Hold, Sophie, Marie et Ségolène, quelqu'un en effectue un autre, tout aussi suspect, vers 15h15. Il semblerait que l'individu ait suivi une certaine Véronique B dans la rue alors qu'elle se rendait au laboratoire Collodion, situé aux 4 Villas du Parc dans le 19e arrondissement, pour y déposer des pellicules photos pour le compte de son employeur. Le truc, c'est que pour arriver dans l'entreprise, il faut passer par le hall d'un immeuble tout à fait classique, donc l'homme ne devait pas s'attendre à se retrouver dans des bureaux en passant la porte. Résultat, en emboîtant le pas à la jeune femme de 25 ans pour l'intercepter, il entre dans le laboratoire, mais ne se démonte pas et poursuit en annonçant qu'il est de la police devant tous les employés, tout en présentant une carte tricolore. L'individu demande ensuite ses papiers à Véronique, mais Jocelyne, la gérante du laboratoire, la connaît bien, et elle trouve ça très bizarre, alors elle se permet de parler à sa place et de dire à son interlocuteur qu'elle se porte garante d'elle. Elle n'hésite pas à demander au policier sur quoi il enquête, ce à quoi il répond, je cite, « Certaines choses se passent dans les environs », avant de tourner les talons et de repartir comme il était venu. Mais qu'à cela ne tienne, à peine 15 minutes plus tard, un vol à main armée se produit chez les grands-parents de Johan H, qui vivent dans l'immeuble d'à côté, aux 6 Villas du Parc. L'adolescent de 14 ans habite chez eux et rentre du collège en compagnie de David D, un camarade de classe qui a 1 an de moins que lui, quand ils se font prendre à partie par un homme dans le hall de l'immeuble. Il prétend être un policier à la recherche de jeunes fugueurs, ce à quoi Johan répond qu'il habite ici et qu'il n'en est pas un, mais l'individu rétorque qu'il va devoir monter avec eux pour vérifier tout ça. Bref, un scénario que vous commencez maintenant à bien connaître. Une fois dans l'appartement désert situé au 4e étage du bâtiment, l'homme révèle aux 2 amis qu'il n'est en réalité pas un membre des forces de l'ordre, mais un cambrioleur. Il les attache, puis les bâillonne sous la menace d'une arme. Après ça, il fouille le logement pour rassembler du butin avec lequel il quitte les lieux, sans blesser les adolescents. Ce criminel est en réalité assez imprévisible, d'une grande dangerosité, d'autant plus qu'il rôde apparemment toujours à la recherche de victimes, en ciblant même des enfants. Le 7 décembre suivant, c'est la mère d'une fillette de 8 ans qui dépose une main courante pour signaler que sa fille a été contrôlée par un policier la veille en fin d'après-midi dans le 6e arrondissement. Un policier qui s'est encore une fois montré bien trop tactile pour pouvoir en être vraiment un. Le suspect recherché a visiblement frappé à nouveau, mais les autorités ne perdent pas espoir de lui mettre la main dessus, parce que les fameuses lettres anonymes envoyées à Sophie et Marie pourraient en fait bien s'avérer utiles. En effet, dans la dernière missive qu'elles ont reçue début décembre, l'auteur, qui est suspecté d'être le faux policier de Saint-Germain-des-Prés, leur demandait de lui répondre. Et les instructions pour ce faire sont très précises. Elles doivent glisser une lettre dans l'ouvrage nommé Oblomov, écrit par l'écrivain russe Ivan Goncharov, un livre qui se trouve au sous-sol de la librairie Le Divan, située place Saint-Germain-des-Prés. À l'époque, c'est un endroit très populaire auprès des adolescents du coin qui aiment bien y aller, notamment pour lire des bandes dessinées, parce qu'à ce moment-là, pas de smartphone. La librairie est placée sous étroite surveillance policière et des membres des forces de l'ordre habillés en civil investissent le lieu, alors que chacune des filles suit les instructions données par l'auteur des lettres anonymes à la date prévue. Dans la sienne, Marie indique qu'elle aimerait le rencontrer le 10 décembre à 13h30 devant la station de métro Saint-Placide, un rendez-vous qui n'a pas lieu parce que le suspect ne se montre pas. Et la même situation se reproduit quand Sophie laisse à son tour une lettre à l'endroit convenu, parce qu'elle n'est tout simplement pas récupérée par celui qui l'avait demandé. Après cette mise en scène, les adolescentes n'ont plus aucune nouvelle de leur mystérieux écrivain, et si pour certains il s'agissait bien du fameux faux policier de Saint-Germain-des-Prés,
en réalité ça n'était pas le cas. Apparemment, juste après la réception de la dernière lettre, les parents de Sophie ont rendu une petite visite au chef de l'établissement dans lequel était scolarisé un élève que leur fille suspectait d'être l'auteur de ces lettres anonymes. Ce jeune littéraire très introverti prenait régulièrement le bus avec les deux voisines et il avait visiblement de forts sentiments pour elles, sans jamais oser les aborder, ce qui l'a poussé à leur écrire. Après s'être fait sacrément remonter les bretelles par le principal de son collège, il a bien évidemment arrêté d'envoyer des lettres à Sophie et Marie. En gros, toute cette histoire ne relevait en fait que d'un béguin d'adolescent un petit peu trop poussé. Mais ça, à ce moment-là, la police ne le sait pas, et l'échec du piège qui avait été mis en place laisse à nouveau les enquêteurs sans aucune piste qui puisse les aider à faire la lumière sur l'identité du criminel qu'ils recherchent. Un criminel qui, par ailleurs, se contente pour l'instant de violer ses victimes, dans le pire des cas. Enfin ça, c'est ce que tout le monde croit, parce qu'en réalité, il est bien plus qu'un simple délinquant sexuel. Début 1989, les enquêteurs réalisent qu'il y a très probablement un lien entre leur suspect mystère et un homme qui a tenté de tuer une fillette de 8 ans 3 ans plus tôt. Sarah avait 8 ans. Elle habitait dans une tour place de Vénétie dans le 13e arrondissement. Et elle a été projetée dans l'ascenseur par un individu qui l'a amenée au sous-sol. Il l'a violée et il l'étrangle avec un foulard. Il lui disait de ne pas crier et elle s'est débattue et puis elle s'est évanouie. Elle s'en sort, mais quand il quitte les lieux, pour lui, elle est morte. Elle est morte. Cela dit, il n'en est rien parce que Sarah se réveille près d'un quart d'heure après et parvient tant bien que mal à remonter chez elle pour y trouver de l'aide. C'est pour ainsi dire un miracle qu'elle ait survécu à une si violente agression qui survient dans un contexte déjà tendu parce que plusieurs autres jeunes filles de l'arrondissement semblent avoir été approchées par le même individu récemment. Une ombre plane et fait trembler tous les parents. Malheureusement, la peur n'empêche pas le danger, et 3 jours après ce qui est arrivé à Sarah, c'est Nathalie M, âgée de seulement 7 ans, qui croise la route de l'homme que tout le monde redoute. Il la suit depuis le centre commercial Masséna jusqu'à son immeuble, qui se trouve juste à côté, et qui est d'ailleurs une tour voisine de celle où habite Sarah. Le criminel entre ensuite avec Nathalie dans l'ascenseur de son bâtiment, puis l'emmène dans la cage d'escalier avec la ferme intention de la violer, mais cette tentative est mise en échec par des bruits de pas qui résonnent non loin et qui poussent l'agresseur de la fillette à prendre la fuite. 2 affaires qui permettent de faire le rapprochement avec une 3e survenue plus tôt, toujours dans le même quartier, parce qu'une main courante avait été déposée suite à une agression survenue le 28 février vers 19h45. Dans une résidence voisine de celle de Sarah, Isabelle G avait été bloquée dans l'ascenseur de son bâtiment par un homme qui lui avait proposé de l'argent pour qu'elle le suive. L'enfant de 10 ans avait refusé et s'était mise à pleurer puis à crier, ce qui avait perturbé l'individu qui avait fini par prendre la fuite sans demander son reste. Isabelle, Sarah et Nathalie ont toutes eu affaire à un criminel au mode opératoire très similaire et elles ont vraiment eu de la chance de s'en être tirées. Parce que malheureusement, Cécile Bloch n'a pas eu autant de chance. Le 5 mai 1986, cette petite prodige du violon perd la vie tragiquement à l'âge de 11 ans, un fait divers d'une rare cruauté qui choque tout le monde et qui fait beaucoup de bruit à l'époque. La rue Petit, dans le 19e arrondissement. Des grands ensembles modernes où logent 850 personnes. Cécile habitait au 3e étage du 116 avec ses parents. Lundi matin à 9h, l'écolière quitte l'appartement et prend l'ascenseur comme tous les jours. Elle se rend à son cours de gymnastique, à 300 mètres, son CES. Cécile est en 5e. À 11 ans, elle a l'habitude d'aller seule au lycée. Ses parents travaillent plus tôt. Ses petits camarades de classe seront les premiers à s'inquiéter de son absence. C'est une très bonne élève qui n'a pas l'habitude de manquer l'école. Ce matin-là, Cécile fait ce qu'elle doit faire quasiment tous les jours, à savoir sortir de son appartement, situé dans un immeuble au 116 rue Petit, dans le 19e arrondissement, pour se rendre au collège Georges Rouault, qui se trouve à tout juste 600 mètres de chez elle. Seulement, quand cette élève de 5e très sérieuse ne se montre pas en classe, tout le monde s'interroge immédiatement parce qu'elle n'est pas du tout du genre à sécher les cours. En constatant l'absence de Cécile, la principale appelle ses parents, Jean-Pierre et Suzanne, en fin de matinée, mais eux non plus ne savent pas où elle est, et rapidement, l'inquiétude monte en flèche. Avant même que la police ne soit prévenue, les 2 gardiens de l'immeuble où vit la famille sont mis au parfum et ils décident d'inspecter toutes les caves du bâtiment à la lampe torche, au cas où.
C'est vers 15h30 qu'ils font malheureusement une macabre découverte dans l'une d'elles, parce qu'ils trouvent le corps de Cécile dissimulé sous des morceaux de moquette sale dans un local dédié aux encombrants situé au 3e sous-sol. La victime est à moitié dénudée, ce qui laisse peu de place au doute concernant un éventuel viol, et la personne qui lui a fait ça l'a également violemment battue, étranglée et même poignardée sous le sein gauche. Le tueur a été minutieux parce qu'il n'a laissé aucune empreinte digitale nulle part, et il a également pris soin d'emporter son couteau avec lui. Les seules preuves que la police scientifique peut recueillir sur la scène de crime, ce sont des cordelettes qui ont probablement servi à attacher puis étrangler Cécile, ainsi qu'un échantillon de sperme prélevé sur sa cuisse pour analyse. Malheureusement, en 1986, il n'est possible d'obtenir que le groupe sanguin d'une personne par ce biais. Du coup, les autorités savent que celui du meurtrier qu'elles recherchent est A+, mais elles n'ont pas plus d'informations. Une perquisition est effectuée dans l'appartement des blocs, mais elle ne donne rien. En revanche, dans les parties communes de l'immeuble, tout semble avoir été mis en place pour piéger la collégienne de 11 ans. Le système d'interphone, qui venait à peine d'être réparé, est hors d'usage, donc n'importe qui pouvait entrer dans le bâtiment, et la porte d'accès au 3e sous-sol était apparemment maintenue entrouverte depuis la veille, alors pourtant qu'elle était censée être fermée. Mais ce n'est pas tout, parce que la lumière du palier de l'étage où vit la famille de Cécile est elle aussi tombée mystérieusement en panne 3 jours avant les faits, et l'un des 2 ascenseurs a été bloqué à l'aide d'une allumette, de façon à rester ouvert au 2e sous-sol. Et justement, en parlant d'ascenseur, il se trouve que les parents de la victime, son demi-frère Luc ainsi que 6 autres personnes, se rappellent avoir croisé un homme au comportement plutôt singulier quand ils l'ont emprunté le matin des faits entre 8 et 9h20. 9h20 étant l'heure à laquelle quelqu'un a aperçu ce même individu sortir de l'immeuble en courant, une attitude très suspecte pour ce témoin, d'autant plus que ce n'était pas la seule chose étrange chez lui. J'ai pris l'ascenseur, il était là. Il était là déjà. Oui. Comme ça, en fait, une attitude un peu posée. Oui. Et j'ai remarqué, j'ai voulu accéder au panneau de bouton là, et j'ai remarqué que le bouton -2 était allumé. Luc ajoute qu'il l'a trouvé très calme et vraiment poli, pour ne pas dire qu'il était exagérément. Et physiquement, il était comment ? Il était assez grand, légèrement plus grand que moi, d'une allure plutôt athlétique, et puis un visage qui ne laisse pas de mauvaise pensée sur le type d'individu, quoi. Il avait des tatouages quelque part, tu peux voir ? Rien. Non. Bon, il avait une peau de visage un peu irrégulière. L'individu avait également l'air un peu débraillé, selon le demi-frère de la victime, ce qui va donner à la police une première piste. À partir de là, même s'ils ont l'air de bien rigoler sur la photo, c'est l'effervescence dans le bureau 302 de la criminelle, au 36 quai des Orfèvres, parce que l'homme de l'ascenseur devient le principal suspect dans l'affaire du meurtre de Cécile. Néanmoins, les témoignages recueillis, et notamment celui de Luc Richard Bloch, amènent finalement les enquêteurs sur une fausse piste dans un premier temps, vu que la description physique qui leur a été donnée les persuade que le criminel est probablement l'un des nombreux SDF ou marginaux qui traînent dans les environs. 3 jours après les faits, 3 jours durant lesquels ont eu lieu un nombre conséquent de gardes à vue qui n'ont mené à rien, les enquêteurs finissent par réaliser que ce n'est en fait sûrement pas le cas, et un premier portrait robot est établi puis diffusé dans la presse. Une circulaire détaillant les caractéristiques physiques du suspect est également diffusée dans tous les commissariats de la région parisienne un petit peu plus tard, et c'est à partir de là que le tueur de Cécile hérite d'un surnom qui restera le plus connu, le grêlé, à cause des marques d'acné présentes sur sa peau. Cela dit, malheureusement, personne ne semble avoir la moindre idée de qui peut bien être l'homme en question, même si les forces de l'ordre sont d'ores et déjà persuadées qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Selon leur scénario, le meurtrier avait tout prémédité et il aurait attendu dans l'ascenseur jusqu'à ce que Cécile l'emprunte pour se rendre au collège vers 8h40. Une fois au rez-de-chaussée, il l'aurait ensuite empêché de sortir, puis forcé à descendre avec lui au 3e sous-sol, jusqu'au local où il l'a violée, puis tuée. Un local dont il n'aurait pas pu connaître l'existence sans avoir fait de repérage au préalable, étant donné qu'il n'est apparemment pas un habitant du coin. Et on peut ajouter à ça les multiples sabotages survenus dans les parties communes de l'immeuble avant les faits, dont il était probablement l'auteur. Le mode opératoire du criminel n'est pas sans rappeler celui du suspect, déjà recherché dans le cadre de l'enquête sur les agressions.
subies par plusieurs fillettes dans le 13e arrondissement les mois précédents. Et d'ailleurs, Sarah, qui a survécu de justesse à la sienne, identifie formellement l'homme du portrait robot comme étant celui qui a tenté de la tuer le 7 avril, un homme qui a d'ailleurs le même groupe sanguin que le meurtrier de Cécile, A+. Et ce n'est pas fini parce que le 16 mai 1986, la concierge d'un immeuble situé au 11 rue Condorcet, dans le 9e arrondissement, vient porter plainte pour attentat à la pudeur. Elle raconte que la veille, sa fille Rofina A et son amie Jeanne G, âgées respectivement de 9 et 6 ans, ont assisté à une scène pour le moins dérangeante dans la cour intérieure privative du bâtiment. Elles y jouaient ensemble vers 17h30 quand elles ont remarqué la présence d'un individu qui les observait, caché dans l'escalier de service. Après l'avoir vu, Rofina a prévenu sa mère et quand cette dernière a ouvert la fenêtre de la loge pour demander où il était, l'homme est immédiatement sorti de sa planque en disant chercher un habitant du nom de Decamps. La gardienne lui a répondu que cette personne ne vivait pas ici, suite à quoi il a fait mine de quitter les lieux. Mais il était en réalité monté au premier étage pour ouvrir une fenêtre qui donnait sur la cour et se masturber sous les yeux médusés des fillettes avant de prendre la fuite. La mère de Rofina rapporte à la police qu'elle ne sait pas de qui il s'agit, mais qu'elle a noté une très forte ressemblance entre cet individu et celui du portrait robot du meurtrier de Cécile, qu'elle a vu dans le journal François très peu de temps auparavant. Malheureusement, même si la police commence à faire quelques liens, à ce moment-là, l'enquête piétine rapidement et ces lenteurs exaspèrent légèrement Luc Richard Bloch, le demi-frère de la victime, qui est aussi étudiant en biologie, parce que depuis le début des investigations visant à retrouver le meurtrier, il demande à ce que l'ADN de l'homme soit séquencé à partir du sperme prélevé sur la scène de crime, mais même si ça commence à se faire dans d'autres pays, en France, ça n'est pas encore le cas du tout et le système judiciaire ignore tout simplement ces requêtes. Ce n'est qu'en 1996 que ce bond en avant est finalement fait dans l'Hexagone, soit 10 ans après la mort de Cécile. Et si on en croit ce que ces avancées permettent de découvrir sur le grêlé quelques années après, il s'avère que Luc avait bel et bien raison dès le départ. En 2001, grâce à une comparaison ADN, les enquêteurs, toujours à pied d'œuvre, peuvent lier le tueur à 2 autres meurtres survenus le 29 avril 1987 dans la matinée, au 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, dans cet immeuble qui se trouve juste derrière le point-virgule, dans le 4e arrondissement de Paris. Petit retour en 1987, au moment où la police croit encore que le grêlé ne s'attaque qu'à des fillettes ou des adolescentes. Ce 29 avril, en rentrant du travail vers 18h40, Anne-Marie Politi trouve étrange que la porte de son appartement, située au 5e étage du bâtiment, ait été laissée entrouverte. Cela dit, à l'intérieur, tout est parfaitement calme et en ordre, et c'est d'autant plus bizarre que Julie, sa fille de 3 ans et demi, devrait normalement être là avec la jeune fille au père chargée de sa garde. Anne-Marie commence par se rendre dans la chambre qu'elle partage avec Gilles, son mari, et en y entrant, elle constate avec horreur que le corps nu de ce dernier se trouve sur leur lit. Le père de famille de 38 ans est bâillonné, attaché, et il a été abandonné là dans une position pour le moins inhabituelle. La fameuse position de la gondole que j'ai déjà mentionnée plus tôt et que ce dessin vous décrira mieux que je ne pourrais le faire. En fait, le meurtrier a tout simplement lié les poignets, les chevilles et le cou de sa victime ensemble et il lui a suffi de tourner le tisonnier inséré dans le nœud situé dans le dos de Gilles pour resserrer la corde qui l'étranglait, ce qui a finalement provoqué sa mort. Après cette vision d'horreur, même si Anne-Marie est toujours sous le choc, son instinct maternel reprend le dessus, elle pense immédiatement à sa fille et se dirige sans attendre vers sa chambre. Seulement, une fois dans la pièce, elle tombe sur un autre corps, celui de la jeune fille au père embauchée par la famille, Irmgard Müller. L'étudiante allemande de 20 ans ne porte qu'une culotte blanche et J, jambes tendues, un bâillon dans la bouche, le cou et les bras attachés au montant du lit superposé de Julie, comme si elle avait été crucifiée. Complètement estomaquée, Anne-Marie appelle la police et reçoit heureusement très peu de temps après la confirmation que sa fille, elle, se porte bien. Elle se trouve chez les parents de l'une de ses camarades de classe qui l'ont récupérée parce qu'Irmgard n'est pas venu la chercher à la sortie d'école. Quand ils arrivent sur la scène de crime, les enquêteurs remarquent que les 2 victimes ont la gorge tranchée, que chaque corps présente une brûlure de cigarette Marlboro laissée sur place et qu'un couteau de cuisine ensanglanté est planté dans du tissu dans la chambre parentale. Des traces de sperme sont également retrouvées sur la dépouille d'Irmgard qui, cependant, n'a pas été violée. L'appartement ne présente aucune trace d'effraction, on a donc volontairement laissé entrer le meurtrier
et seul du matériel photographique a été volé, dont un appareil photo Nikon appartenant à Gilles. Le sac de la jeune fille au père n'a lui pas été fouillé, et c'est d'ailleurs un objet qui se trouve à l'intérieur qui va donner une première piste à la police. Mais les enquêteurs se tournent très vite vers les relations de la jeune Allemande. Irmgard Müller avait de nombreux amants qu'elle répertoriait dans un précieux petit carnet. Tous seront identifiés, sauf un. Le seul qui ne peut pas être identifié, c'est un certain Élie Loringe qu'Irmgard aurait rencontré en décembre 1986 et qui, selon ses écrits, vivrait au 13 rue Rubens, dans le 13e arrondissement. L'ennui, c'est qu'à cette adresse, il n'y a rien, parce que c'était celle d'un squat qui vient d'être détruit, et qu'il n'y a de toute façon personne qui semble porter ce nom à Paris. Qui que soit réellement cet homme, il a visiblement menti à Irmgard sur son identité quand ils ont fait connaissance. Et c'est d'autant plus étrange que les investigations permettent de révéler que, la veille de son meurtre, la jeune femme a eu une relation sexuelle consentie avec l'un de ses amants, dont son agresseur faisait très certainement partie. Des amants dont l'implication a pu être écartée au cours de l'enquête, à l'exception évidemment de celle du fameux Élie Loringe, qui reste introuvable. Et il y a matière à se questionner à son sujet parce qu'une voisine rapporte avoir vu Irmgard se disputer avec un homme le 28 février en début de soirée, soit la veille des faits, alors qu'elle se trouvait au square Charles-Victor Langlois avec Julie. L'individu était grand, il avait les cheveux courts, portait une chemise blanche et un pantalon noir, une description qui rejoint celle faite par une habitante de l'immeuble d'Irmgard. Parce que la jeune fille au père ne vivait pas chez les Politi, mais dans un studio leur appartenant au 15 rue de Sévigné, à 5 minutes de chez eux, et sa voisine de palier a vu un homme à l'apparence très similaire entrer chez Irmgard à 2 reprises le jour des meurtres. Et ce n'est pas tout parce qu'une certaine Aïcha B, qui est femme de ménage dans l'immeuble des Politi, livre elle aussi un témoignage concordant à la police. Cette dernière affirme avoir entendu une conversation animée entre 2 personnes qui communiquaient via l'interphone le matin des meurtres. La voix qui a répondu à l'appel était féminine et le ton employé indiquait que la femme en question n'avait pas très envie de voir son visiteur. Seulement l'homme qui lui parlait a visiblement réussi à la convaincre parce qu'elle a fini par lui ouvrir. Un homme qui, selon Aïcha, avait environ 25 ans, était grand, avait l'air d'un militaire, mais surtout qui s'est dirigé prestement vers le 5e étage où habitaient Gilles, Anne-Marie et Julie. Alors, est-ce qu'il s'agissait là du fameux Élie Loringe ? Difficile à dire, mais c'est ce que croient les enquêteurs qui, à ce moment-là, penchent en faveur de son implication. Un suspect dont le groupe sanguin est A+, selon les résultats d'analyse de l'échantillon de sperme recueilli sur la scène de crime. Oui, tout comme celui du meurtrier de Cécile Bloch, un lien qui sera d'ailleurs confirmé grâce à une comparaison ADN en 2001, comme je vous le disais un petit peu plus tôt. Seulement, en 1987, la police n'établit pas de connexion entre les deux affaires parce qu'étant donné que le grêlé ne s'en était pris qu'à de très jeunes filles jusque-là, pourquoi aurait-il soudainement décidé d'attaquer un homme et une femme adulte ? Il n'y a effectivement aucune logique derrière un tel changement de mode opératoire, donc sur le coup, le meurtre de Cécile Bloch, qui n'avait que 11 ans, et ceux de Gilles Politi et Irmgard Müller, âgés de 38 et 20 ans, font l'objet de 2 enquêtes totalement distinctes l'une de l'autre. Les autorités croient que c'est un amant jaloux qui a tué Gilles sur un coup de sang parce qu'il a découvert qu'Irmgard couchait également avec lui, après quoi il l'a tuée elle aussi. Mais en réalité, l'homme qu'il recherche est un tueur en série. Un tueur en série qui va prendre plusieurs longues pauses et dont le dernier crime connu date du 29 juin 1994. Ce jour-là, il enlève Ingrid G, âgée de 11 ans, à Mitry-Mory en Seine-et-Marne, et ce en utilisant l'une de ses vieilles méthodes. Au volant d'une Volvo blanche, il approche sa future victime qui fait du vélo sur le chemin de l'Abîme pour lui dire qu'il est policier et qu'elle est en infraction parce qu'elle ne peut pas rouler à cet endroit. Le grêlé annonce ensuite à Ingrid qu'il doit la conduire au commissariat pour vérifier son identité, lui passe des menottes et l'embarque dans sa voiture. Seulement, comme on peut s'en douter, il ne prend pas du tout la direction du poste de police locale, mais celui de la ferme de Villeras, située à environ 60 km de là, à côté de Saclay dans l'Essonne. L'endroit est inhabité depuis 1987, alors une fois sur place, la préadolescente est emmenée dans une pièce délabrée où son ravisseur lui montre une BD pornographique en lui demandant si elle sait faire ça, avant de finir par la violer. Malgré son jeune âge, Ingrid fait preuve d'énormément de sang-froid et parle beaucoup à son agresseur, ce qui le met mal à l'aise et a sûrement contribué à ce qu'il lui laisse la vie sauve. Vers 17h, l'homme s'absente, soi-disant pour aller chercher quelque chose à manger, et il n'attache pas sa victime, qui en profite pour s'enfuir,
Heureusement, à ce moment-là, un moniteur de moto-école est dans le coin avec quelques élèves et tous lui viennent en aide. Le lendemain des faits, l'agression d'Ingrid est partout dans la presse et une enquête est déjà en cours. Sur les lieux du crime, les autorités retrouvent entre autres des traces de sperme sur du papier hygiénique et une empreinte digitale sur la BD pornographique feuilletée par le suspect. Malheureusement, cette empreinte n'est pas répertoriée dans le fichier centralisé de la police et l'identité de l'agresseur d'Ingrid demeure un mystère, faute de moyens. C'est l'analyse de l'échantillon de sperme recueilli qui parlera bien des années après, tout comme ça a été le cas pour les meurtres dans lesquels l'implication du grêlé a pu être prouvée. Cela dit, ça n'empêche pas Ingrid de le reconnaître quand on lui présente une planche de portrait robot. Elle identifie le numéro 6 comme étant son violeur, le portrait numéro 6 étant celui qui avait été dessiné grâce à la description donnée par Marianne, violée en 1987. Pour autant, l'enquête ne mène à aucune arrestation et après ça, le grêlé se fait presque oublier. En effet, le tueur en série ne fait plus parler de lui depuis près de 10 ans déjà, quand l'ampleur de ses crimes est révélée au grand public en 2003. Cette année-là, la brigade criminelle de Paris lance un appel à témoins via le JT de TF1, dans lequel il est expliqué que depuis maintenant 17 ans, elle est à la recherche d'un meurtrier et violeur qui a sévi entre 1986 et 1994. Un extrait de JT que je ne peux malheureusement pas vous montrer ici, sous peine de voir Lina bloquer l'intégralité de la vidéo, mais que je mettrai à disposition sur Patreon, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, je vous laisse le lien en description. Plusieurs des portraits robots qui ont été dessinés à l'époque sont montrés, et il est dit que, selon les survivantes, le suspect est un homme de type caucasien, de taille moyenne, qui doit avoir entre 35 et 50 ans, et il est également précisé qu'il peut se faire passer pour un policier, tout en menaçant parfois ses victimes avec une arme. En gros, les autorités ignorent totalement ce qu'il a fait depuis son dernier crime connu et pensent qu'il a pu changer de mode opératoire ou même quitter le pays. En fait, elles admettent qu'elles nagent dans le flou le plus total concernant l'identité du grêlé et ont décidé d'en parler publiquement au cas où son visage pourrait dire quelque chose à quelqu'un. Mais cet appel à témoins ne donne rien et les enquêteurs vont chercher pendant encore longtemps parce qu'en 2014, le meurtrier demeure encore et toujours insaisissable alors que pas moins de 8 juges d'instruction se sont succédés sur le dossier au fil des années. Seulement cette année-là, Nathalie Turquet, la 9e magistrate à être mise sur le coup, décide d'employer les grands moyens pour que le voile soit finalement levé sur l'identité du meurtrier. Un investissement qui va finir par enfin payer. Après avoir été saisie de la multitude de dossiers qui composent l'affaire du grêlé, Nathalie Turquet demande à ce que l'enquête soit reprise entièrement à zéro et à ce que toutes les archives soient exhumées. Rien ne doit être laissé au hasard et la moindre piste doit être exploitée. Beaucoup de victimes et témoins sont même à nouveau interrogés. En gros, c'est un travail de très longue haleine qui commence à ce moment-là pour la police, mais les efforts des enquêteurs permettent de faire une découverte clé qui va tout changer. Des années après, ils parviennent à déterminer que le criminel recherché était probablement un véritable membre des forces de l'ordre à l'époque des faits, et plus précisément un gendarme, ce pour plusieurs raisons. D'abord, le grêlé avait pour habitude de montrer une carte tricolore à ses victimes, une carte qui, d'après la description qu'elles en ont faite, avait tout d'une vraie. Cyril D fait partie de ceux qui ont témoigné avoir lu « gendarmerie » sur la dite carte, sur laquelle figurait aussi le terme sous-officier selon d'autres témoignages. Sous-officier étant un rang militaire qui n'existe pas dans la police. Mais ce n'est pas le seul élément qui a mis les enquêteurs sur la piste d'un gendarme, parce qu'il s'avère que le grêlé maîtrisait aussi beaucoup de techniques spécifiques aux membres des forces de l'ordre, comme les fouilles au corps ou encore les contrôles d'identité. D'ailleurs, quand il s'adressait à ses victimes, il utilisait un jargon très professionnel, en plus d'avoir toute une panoplie d'objets qui sont normalement réservés aux autorités. Menottes, armes de poing, radio portative, holster, etc., etc. Histoire d'ajouter à toutes ces coïncidences, la ferme de Villeras, l'endroit où le grêlé a emmené Ingrid G pour la violer en 1994, se situe à côté d'une base d'entraînement de la gendarmerie. Et étant donné qu'il a fait une centaine de kilomètres depuis le lieu de l'enlèvement pour se rendre là-bas, tout porte à croire qu'il connaissait très bien les lieux et qu'il savait parfaitement où il allait. En 2021, les enquêteurs pensent donc que le suspect était gendarme quand il a commis ses crimes
et qu'il était basé en région parisienne. Une conclusion assez précise qui leur permet de dresser une liste de 750 noms, 750 hommes qui sont convoqués par la police. Ils sont invités à se présenter au commissariat le plus proche pour se soumettre à un prélèvement ADN afin que leur profil génétique puisse être comparé à celui du grêlé, séquencé à partir d'un échantillon de sperme qu'il avait laissé sur l'une des scènes de crime en 1986, soit 35 ans auparavant. Je vous laisse imaginer la surprise qu'on doit ressentir quand on reçoit ce genre de convocation. Cela dit, quand on n'a rien à se reprocher, normalement, ça n'est pas un problème. Le truc, c'est que justement, François Vérove, l'un de ceux qui était supposé se présenter le 29 septembre 2021, ne le fait pas, et ça paraît plutôt étonnant. Cet homme de 59 ans est marié à une dénommée Valérie depuis 1985, il est père de 2 enfants, plusieurs fois grand-père, et pour ne rien gâcher, il coule des jours heureux au bord de la mer, à la Grande Motte, dans une très belle maison. Et même s'il a rencontré quelques soucis de santé, tant sur le plan physique que psychologique, on peut dire qu'il a plutôt eu ce que l'on pourrait qualifier d'une belle carrière. En août 1983, François commence une formation en tant que garde stagiaire, au sein de laquelle il rejoint le 1er régiment de cavalerie de la garde républicaine situé à Paris. C'est une unité prestigieuse, mais il ne l'a toutefois choisi que parce qu'il n'a pas pu rejoindre un escadron motocycliste. Il avait tenté le concours, mais a été éliminé après s'être fracturé la clavicule droite. Vous l'avez compris, les chevaux, c'est vraiment pas son truc. Lui, ce qu'il aime depuis son adolescence, c'est les motos, et il ne compte pas lâcher l'affaire. François est ensuite admis au sein du corps des sous-officiers de la gendarmerie en juillet 1986, et dans la foulée, il tente encore une fois de passer les tests pour devenir motard, et cette fois-ci, dans l'espoir d'intégrer l'escadron motocycliste de la garde républicaine. Mais le niveau requis pour devenir motard à la garde est très élevé, voire même plus élevé que pour intégrer une unité motocycliste classique, et un nouvel échec le force à mettre de nouveau ses ambitions professionnelles sous le tapis. Ce grand passionné de moto vit très mal cet échec, d'autant plus qu'au niveau santé, ça ne va pas fort non plus, vu qu'on lui diagnostique une hernie discale en novembre. Ça l'oblige à se faire hospitaliser à plusieurs reprises, ce qui, sans surprise, a un impact direct sur sa carrière. Et pas uniquement à cause des multiples arrêts de travail qu'il pose, parce que quand il reprend ses fonctions en avril 1987, après une longue période de convalescence, l'attitude de François, qui était auparavant considéré comme un gendarme modèle, n'est plus la même du tout. Il est à présent taciturne, il paraît totalement démotivé, pour ne pas dire qu'il est devenu feignant, ce qui n'échappe pas à ses supérieurs, qui le qualifient d'assisté devenu un parasite de l'escadron, sur un compte-rendu rédigé en juin, suite à son comportement problématique selon sa hiérarchie. En gros, le commandant demande sa réforme et si cette requête peut paraître assez sévère, elle n'a en réalité pas été formulée sans raison valable parce que François a été contrôlé par la police alors qu'il se trouvait dans une curieuse situation quelques jours auparavant. Une patrouille qui tournait au bois de Boulogne l'a surpris dans une position plutôt embarrassante en compagnie d'un travesti. Le problème n'étant pas qu'il soit avec un travesti, chacun fait ce qu'il veut, quand bien même il était déjà marié à Valérie à ce moment-là, mais bon. Non, le problème pour sa hiérarchie, ça vient surtout du fait qu'il était là-bas en uniforme, avec son arme de service de surcroît, ce qui donne pas une super image de la garde républicaine, ni même de la gendarmerie en général, et croyez-moi, ils y tiennent à leur image. Après cet impair, François réussit néanmoins à sauver les meubles en se faisant muter au 2e régiment d'infanterie, même si ses fonctions sont à présent beaucoup moins intéressantes parce qu'elles se résument au transport de courrier officiel d'une adresse à une autre. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles, au milieu de l'année 1988, il décide de profiter de la récente passerelle qui vient d'être créée entre la gendarmerie et la police nationale pour changer de crèmerie. Résultat, début 1989, François devient gardien de la paix et il est affecté au commissariat de Nanterre dans les Hauts-de-Seine avant de suivre un stage intensif en 1992 pour, enfin, pouvoir devenir motard. Il devient également délégué au sein du syndicat Alliance Police Nationale, et si on pourrait penser que finalement la chance a fini par lui sourire, il n'en est rien. Parce qu'en fin d'année, il est victime d'un accident de moto au guidon de son véhicule personnel, ce qui le prive temporairement de sa capacité à pouvoir exercer son métier. J'ai dit temporairement, donc vous l'aurez compris, il a pu reprendre le travail après une période de convalescence, mais la série noire n'est pas terminée pour François parce que tout le monde autour de lui remarque qu'il commence à traverser une période assez difficile dès 1995.
Il avait comme des périodes de crise, c'est-à-dire qu'il arrivait parfois au bureau où il était complètement livide, blanc, tremblant. Quand il parlait avec un peu d'écume au bord des lèvres, alors ça n'en fait pas un enragé, hein, mais quand c'est cumulé avec un visage pâle, pas bien, tremblant, bon, vous voyez que ce garçon est pas bien, qu'il est vraiment en souffrance. Donc nous, on a essayé de l'accompagner du mieux que l'on pouvait. Mais François refuse cette main tendue et de nouveaux problèmes personnels lui compliquent davantage l'existence en 1997, ce qui ne va faire qu'aggraver son état. À ce moment-là, c'est un conflit assez violent entre son père, Roger, et lui, pour une question d'héritage, qui va mettre le feu aux poudres. Très affecté par ce conflit et incapable de faire la part des choses, François perd les pédales, il frappe son supérieur hiérarchique et le menace de mort, raison pour laquelle ce dernier décide de porter plainte contre lui. Évidemment, ce grave écart de conduite lui vaut une mise en congé forcée et l'obligation de consulter un psychiatre, mais il n'a pas le temps de s'y conformer, parce que, à peine quelques jours plus tard, il fait une importante crise chez l'un de ses amis. Il devient violent, tient des propos délirants, puis fond finalement en larmes en expliquant qu'il ne supporte plus son chef de service, ni ce qu'il vaut au travail, en mentionnant notamment 3 meurtres qui se sont produits récemment. Hasard ou coïncidence, l'un d'eux fait fortement penser au double meurtre Politi-Müller, parce qu'il parle d'un couple d'adultes retrouvés morts, torturés et brûlés à la cigarette. Après ça, François est hospitalisé, on lui diagnostique un surmenage, et on lui prescrit un traitement lourd assorti d'un suivi psychologique régulier. Les confessions qu'il fait à sa psychiatre mettent en lumière une relation devenue extrêmement difficile avec son père, suite à la mort prématurée de sa mère, Michel, lorsqu'il n'avait que 10 ans. Après le décès de sa femme, Roger aurait commencé à humilier régulièrement son fils et l'aurait même violé. Mais pouvoir parler de ça à quelqu'un semble avoir réellement aidé François à guérir de ses profondes blessures et du traumatisme subi, parce qu'il remonte la pente petit à petit et finit par être autorisé à reprendre du service dès juin 1998, même s'il fait occasionnellement de petites rechutes dans les mois qui suivent. Pour autant, courant 1999, il est promu brigadier, mais ce nouveau grade va de pair avec des fonctions différentes au commissariat d'Asnières, des fonctions qui ne peuvent se pratiquer que dans un bureau. Pour François, il en est donc fini des balades à moto dans le cadre professionnel, en tout cas pour l'instant, et c'est la même chose dans le sud, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, où il est muté en avril 2001, après quoi il travaille pendant un temps à Martigues, une ville voisine. Ce n'est qu'en mars 2010 que celui qui a été surnommé Fernandel par ses collègues peut se remettre en selle, et à ce moment-là, il fait d'une pierre deux coups. Il est non seulement promu brigadier-chef et intègre la compagnie motocycliste de l'Hérault, mais ce n'est pas tout, parce que dans la même période, il s'installe également avec Valérie dans une maison d'architecte située à Pradès-le-Lez. En fait, à cette période, François a l'air de s'être totalement remis de ses épisodes de crise passés. À l'époque, j'avais besoin de grader, donc j'étais très content de sa venue et de sa mutation. Et pour moi, il était quasiment parfait. Il faisait bien son travail, sans elle. Dans ses actions, c'était pas quelqu'un de virulent ni rien, quoi. Donc, il n'y avait aucune personne avec qui il était en conflit. Et on n'a jamais eu de plainte de quelque contrevenant que ce soit, parce que certains fonctionnaires, des fois malheureusement, c'est rare, mais ça arrive, qu'il y en ait certains, comme ils sont investis d'un certain pouvoir, qui en abusent un peu. Mais là, il ne faisait pas du tout partie de cette catégorie. C'était un bon flic. Mais le 24 juin 2011, François se fait renverser alors qu'il rentre du boulot à moto, et les conséquences d'une infection nosocomiale qu'il contracte à la suite de cet accident le prive définitivement de sa capacité à pouvoir conjuguer travail et passion. Il a maintenant parfois besoin d'une canne pour se déplacer, et s'il peut retravailler en 2012 au sein du commissariat de Montpellier, c'est à nouveau cantonné dans un bureau, ce qui, on peut le deviner, ne l'enchante pas des masses. C'est peut-être pour compenser cette perte que François décide de se présenter à des élections dans le but de s'investir dans la vie politique de Pradès-le-Lez en rejoignant la liste du maire sortant de l'époque. François Vérove fait valoir son job de policier et devient le monsieur sécurité de la liste. En 2014, le maire est réélu. François Vérove devient conseiller municipal. Donc son rôle, c'était de faire tous les supports de communication, aussi bien écrits que réseaux sociaux et puis sites web, etc. Il était investi? Il était investi, totalement. Il voulait bien faire. Voilà, sans pour autant rechercher quelque chose.
Monsieur Véron est présent. Présent. Le conseiller municipal garde son poste jusqu'en 2016, année où il part s'installer à la Grande Motte avec sa femme, parce qu'ils souhaitent tous les deux se rapprocher de la mer. En 2019, la police accorde officiellement une retraite anticipée à François à cause du handicap dont il souffre depuis 8 ans, suite à quoi Valérie arrête elle aussi de travailler. C'est donc une toute nouvelle vie qui s'offre au couple, et ils sont bien décidés à en profiter pour tenter de nouvelles expériences, ce qui a, par exemple, mené l'ancien gendarme à participer à l'émission « Tout le monde veut prendre sa place », présentée par Nagui, qui a été diffusée le 13 mai 2019. Monsieur François, bonjour Nagui. La Grande Motte. La Grande Motte. Vous fûtes policier, vous ne l'êtes plus. Non. On arrête ça. D'accord. Policier, à pied, à vélo, voiture, moto. À pied. Ouais. En moto et à cheval. Cela dit, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur son passage à la télé parce que François n'a pas brillé par sa performance et il a été éliminé quasiment tout de suite. Vous l'avez compris, fin 2021, l'homme de 59 ans mène une retraite paisible. Il n'avait donc a priori aucune raison de ne pas se rendre à la convocation qui lui avait été adressée par la police. Seulement voilà, il semblerait qu'en réalité, François ait disparu 2 jours plus tôt. Il s'avère que son épouse, Valérie, a prévenu la police le 28 septembre parce que son mari n'est pas rentré la veille après être sorti en fin d'après-midi. Ah, et d'ailleurs, pour information, il y a de fortes chances que Valérie, ça ne soit pas le véritable prénom de l'épouse de François, mais un pseudonyme utilisé pour protéger son identité. Quand il est sorti, le 27 septembre vers 18h, il devait simplement accueillir des vacanciers qui avaient loué un bien dont le couple est propriétaire, puis revenir, une tâche qui n'aurait pas dû lui prendre plus d'1 heure. Le truc, c'est que la nuit venue, François n'était toujours pas là, et Valérie a d'ailleurs remarqué dès le lendemain qu'il lui avait menti, parce qu'après avoir fouillé leur boîte mail, elle n'a trouvé aucune trace de la réservation qui avait soi-disant motivé la sortie de son époux. Et il apparaît que ce n'est pas la seule chose qu'il a cachée à sa femme, parce que le 29 septembre, les autorités font une macabre découverte dans une petite maison meublée, située au 32 rue de la Rotonde, au Grau-du-Roi, une petite ville située à un quart d'heure à peine de la Grande Motte. Certaines sources disent qu'elle appartenait au couple Vérov, d'autres que François l'avait louée. Toujours est-il qu'il y est allé sans rien dire à personne, ou que, s'il l'a fait, il n'a pas évoqué les véritables raisons qui l'ont poussé à s'y rendre. Le corps d'un homme a été retrouvé avant-hier soir dans un appartement du Grau-du-Roi près de Montpellier. Et on sait depuis hier soir qu'il s'agit bien de celui du tueur en série. Dans l'appartement loué sur Airbnb où il s'est suicidé, l'homme a laissé une lettre d'aveu dans laquelle il reconnaît être l'auteur des 4 meurtres imputés au grêlé, référence à ces traces d'acné sur son visage décrites par ceux qui ont croisé sa route, notamment à Paris ce matin de mai 1986, dans le hall de l'immeuble où vivait Cécile Bloch, 11 ans, qu'il violera et tuera quelques minutes plus tard. Il ne donne en revanche aucun nom de victime, aucune circonstance de ces crimes. En plus de ces meurtres, une liste de 6 viols est aussi imputée au grêlé. C'est le 30 septembre, soit 2 jours après la découverte de son corps, que la confirmation tombe. La correspondance entre l'ADN de François Vérov et celui du meurtrier est positive. Ils ne sont qu'une seule et même personne et la traque du grêlé vient de prendre fin après 35 ans d'investigation. Pour tous ceux qui le connaissent, proches et moins proches, c'est la stupeur. Quand ce couple de voisins immédiats a appris que l'homme était fortement soupçonné d'être un tueur en série, la réaction, c'est beaucoup d'incompréhension et de tristesse. Ça nous a complètement liquéfiés, quoi. Jamais on se serait imaginé une chose pareille. Je plains surtout sa femme et ses enfants. Elle ne devait pas être au courant, c'est pas possible. Il semblait joyeux, heureux. Même stupeur chez ses anciens collègues de l'hôtel de police de Montpellier, où l'homme était plutôt apprécié. C'était le policier banal, dans le sens où il n'avait aucun signe particulier, sinon sa bonne humeur, bien noté, hein, je crois apprécié dans son service, pour son professionnalisme. Donc on va dire ce qu'on retient souvent, hein, un homme sans histoire. En tout cas, c'est l'image qu'il nous donnait. Le grêlé avait donc réussi à se fondre parfaitement dans la masse jusqu'à ce que la justice ne fasse remonter son passé à la surface. Apparemment, il aurait commis son tout premier crime non pas en 1986, mais 2 ans plus tôt, le 13 janvier 1984, en agressant Dopam, qui avait 11 ans, soit le même âge que Cécile Bloch quand il l'a tuée.
Le grêlé aurait coincé la collégienne dans l'ascenseur de son immeuble, situé au 89 rue de l'Ourcq dans le 19e, puis il l'aurait entraînée dans une cave au 2e sous-sol pour tenter de la violer, mais il était apparemment trop nerveux et s'est finalement ravisé. En réalité, plusieurs questions demeurent concernant l'étendue des méfaits de François Vérove parce que, dans sa lettre, il dit que c'est la psychothérapie qu'il a suivie en 1997 qui l'a aidé à prendre conscience de l'horreur de ce qu'il faisait, suite à quoi il aurait arrêté. Le problème, c'est que le dernier crime qu'on lui connaît date de 1994, alors on est en droit de se demander si dans les 3 années qui ont suivi, il n'aurait pas fait d'autres victimes dont les autorités n'auraient tout simplement pas encore connaissance. D'ailleurs, je n'ai pas pu mentionner tous les crimes du grêlé dans la vidéo parce que sinon ça aurait été non pas un film mais au moins une trilogie. Cela dit, cette carte peut vous donner un petit aperçu. Le doute subsiste quant au meurtre de Karine Leroy, une jeune femme de 19 ans, tuée le 9 juin 1994 dans la matinée en Seine-et-Marne. Ce jour-là, elle a quitté l'appartement dans lequel elle vivait, qui était situé au sein de la cité Beauval à Meaux, pour se rendre au lycée Jean Villard. 15 minutes de marche séparent Karine de son établissement, un laps de temps amplement suffisant pour qu'elle fasse une très mauvaise rencontre, parce qu'elle n'est pas arrivée à destination, et elle n'est jamais rentrée chez elle. Son corps a été retrouvé le 12 juillet suivant par des promeneurs en bordure d'un bois à Monceau-les-Meaux, en état de décomposition très avancée, et son autopsie n'a pas permis de déterminer si elle avait ou non été victime d'un viol. Karine avait un fil électrique noué autour du cou, elle a été étranglée de la même façon que Gilles Politi en 1987, et elle est visiblement montée d'elle-même dans la voiture de son agresseur. Personne sur le trajet entre son appartement et son lycée n'a entendu de cris ou n'a vu quoi que ce soit qui aurait pu faire penser à un enlèvement. Alors, est-il légitime de supposer que son meurtrier a pu lui montrer une carte tricolore pour l'inciter à monter dans sa voiture ? En plus de ça, l'utilisation d'un nœud coulant a été remarquée par la police, un mode opératoire utilisé par le grêlé quand il a violé Sarah en 1986, mais aussi quand il a tué Cécile Bloch la même année. Mais ça n'est pas tout parce que des recherches internet concernant Karine Leroy ont été effectuées par François Vérove, qui vivait d'ailleurs à seulement 20 minutes de chez elle au moment des faits, en Seine-et-Marne, le même département que celui dans lequel Ingrid a été enlevée et agressée sexuellement 20 jours plus tard. Pour résumer, concernant le meurtre de Karine, beaucoup d'éléments pointent en direction du grêlé, mais un article publié à la mi-mars 2024 rapporte qu'une seconde piste est également suivie par la juge Nathalie Turquet, qui n'exclut pas la présence d'un autre suspect. Dans la liste des meurtres qui ont potentiellement été commis par François Vérove, on peut aussi trouver celui d'Edith Martinet, une femme de 26 ans, tuée le 3 avril 1987 chez elle, au 52 avenue du Président Wilson à Saint-Denis. Tout comme pour Karine Leroy, le mode opératoire utilisé par le tueur présente de fortes similitudes avec celui du grêlé, qui était d'ailleurs à ce moment-là dans l'une de ses années les plus actives. Cela dit, une bonne partie des scellés liés à l'affaire, dont l'intégralité de ceux qui auraient pu contenir de l'ADN, ont été détruits à la suite d'un non-lieu prononcé en 1989. Il n'est donc plus possible de démontrer quoi que ce soit. Dans tous les cas, étant donné que François Vérove a avoué 4 meurtres dans sa lettre, le tout sans citer de nom, le doute reste permis quant à l'identité de l'une de ses victimes, vu que seuls les meurtres de Cécile Bloch, Gilles Politi et Irmgard Müller ont pu lui être officiellement imputés grâce à la science. Sa possible implication a été évoquée dans pas moins de 28 enquêtes différentes, dont celle concernant la disparition de Marion Wagon, qui s'est volatilisée le 14 novembre 1996 à l'âge de 10 ans. La fillette n'est jamais arrivée à destination après avoir quitté l'école pour rentrer manger chez elle à midi, alors même que son établissement ne se situait qu'à 400 mètres de la maison familiale à Agen. Près de 28 ans après les faits, la police ignore toujours ce qui lui est arrivé et cherche encore des réponses. En bref, après avoir fait parler d'elle pendant 35 ans parce qu'on ignorait tout de qui elle était, l'affaire du grêlé n'est donc pas à l'abri de nous offrir de nouveaux rebondissements dans le futur. Ça n'est pas sans rappeler l'affaire du Golden State Killer qui s'est lui aussi fait rattraper par la justice plusieurs décennies après avoir commis son dernier crime. Cette longue vidéo a demandé un travail considérable, alors si elle vous a plu, mettez votre meilleur pouce bleu et faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas, si vous voulez vous protéger avec un des meilleurs VPN pour seulement 2 € par mois, cliquez sur le lien en description pour obtenir la réduction de 83% et les 4 mois gratuits offerts aux viewers de la chaîne. On se retrouve lundi prochain et comme d'habitude, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!